Norfolk Navillard, mai 943. Le brouillard arrive en premier, cet air épais, salé et doux, qui cache tout ce qui se trouve au-delà du bord de la jetée. Puis, lentement, une forme émerge. Un transport militaire gris, coque d'acier, suintant de condensation, pont bondé d'hommes immobiles. La corne du navire gémit une fois, faisant sursauter les mouettes qui s'envolent. Un bateau de patrouille portuaire américain signale le feu vert. Les dockers serrent les amarres. Les bottes claquent contre les planches humides. Un public d'Américains en uniforme attend derrière le hangar des douanes. Police navale, médecins, dactylographes, photographes. Ils s'attendent à des prisonniers, épuisés et défaits, peut-être dangereux. Ce qui sort du transport ressemble davantage à des fantômes. Des soldats allemands avaient été capturés en Afrique du Nord seulement quelques semaines plus tôt. Du sable collait encore à leurs bottes. Le soleil avait brûlé leur nuque à vif. Mais le choc sur leur visage maintenant n'a guère à voir avec la fatigue. Des grues aux pneus de caoutchouc se déplacent le long du front de mer, en arcs synchronisés, soulevant des caisses de cargaison grandes comme des maisons. L'air vibre du bourdonnement profond des moteurs de la victoire, du rythme d'une nation déjà armée au-delà de l'imagination. Le caporal Wilhelm Schanner, 20 ans, la photo de sa mère dans sa poche de poitrine, observe la scène avec incrédulité. La dernière chose dont il se souvient avant la capitulation, c'était le chaos. Une radio de campagne cassée, une poignée de munitions, la certitude que l'Allemagne inverserait d'une manière ou d'une autre sa chance. On lui avait dit que l'Amérique était à la traîne, un pays métis incapable de se battre, sauf avec des machines bricolées par Dougrez. Mais ici, debout, à l'entrée de cet énorme port, chaque mythe commence à se corroder. Une grue à vapeur passe au-dessus de leur tête, hissant un char Sherman sur un autre navire en partance vers l'est. Des étincelles pleuvent des torches de soudeur. Des chariots élévateurs glissent en une chorégraphie parfaite. Personne ne crie. Les ordres circulent plutôt par gestes, hochements de tête, économie exercée. L'efficacité elle-même semble militaire, presque spirituelle. Un garde du dock, mâchant du chewing-gum, fait un geste avec une autorité décontractée. Aliénez-vous là, les gars. Les mots anglais tranchent à travers la brume matinale. Ils ne sont pas aboyés avec haine. Ils sonnent presque courtois. Wilhelm jette un regard à ses camarades. Chacun porte les lettres PD peintes en noir pochoiré sur le dos de leur manteau gris délavé. Propriété ennemie. Pourtant les gardes les traitent davantage comme des travailleurs épuisés que comme des trophées. Sur la jetée voisine, une fanfare répète une marche pour un Liberty Ship en partance. L'air porte clair et absurdement joyeux, les trompettes résonnant à travers le métal et les hélos. Les prisonniers se déplacent mal à l'aise, l'ironie tacite d'une musique de bienvenue au bord de la captivité. Ils sont regroupés en colonne vers un train de passagers qui attend. Tout brille, les voies ferrées s'étirent à l'infini. La locomotive à vapeur siffle à un rythme net et confiant qui semble presque moqueur. L'Amérique fonctionne avec ça, murmure un garde à un autre, sans savoir que les prisonniers saisissent les mots. Pour Willem, le son coupe plus profondément qu'une insulte. Il ne peut s'empêcher d'imaginer les usines nécessaires pour maintenir tout cela. Les champs de pétrole, les laminoirs, les trains de charbon, traversant un continent plus grand que l'Europe elle-même. Il se demande comment l'Allemagne peut conquérir une nation qui produit l'abondance aussi naturellement que l'on en respire. Un des hommes, près d'eux, lui marmonne avec incrédulité. Ils n'ont aucune ruine. C'est vrai. Chaque bâtiment est intact. Fenêtres non condamnées, toit entier. Pour des soldats élevés parmi les affiches de propagande sur des Américains mous et décadents, la réalité semble impossible. Le sergent qui les conduit s'arrête près de la passerelle pour vérifier son clé de bord. Vous serez nourri une fois à bord. Restez dans votre wagon, dit-il simplement.
Son calme frise l'arrogance, la confiance facile de quelqu'un qui sait qu'il exerce un contrôle logistique total. Où t'apporte l'odeur du café d'une cantine. Même le parfum est écrasant. Willem n'a pas senti de café depuis des mois. De vrais grains, pas d'orge grillée. Cela semble symboliser la différence entre deux mondes. L'un luttant pour survivre, l'autre inventant le confort au milieu de la guerre. Tandis que les prisonniers montent dans les wagons du train, ils aperçoivent le port une dernière fois. Des files de Liberty Ships s'étirent vers l'embouchure de la baie, chaque coque chargée de camions, d'obus, de nourriture et d'une armada de potentiel. Au loin, des drapeaux américains ondulent dans la lumière du soleil filtrée par le brouillard. L'attente s'effondre là, sur le seuil. Chez eux, ils croyaient servir une superpuissance sans faille. Que l'Allemagne seule possédait la science et la discipline pour dominer la guerre moderne. Ici, debout, sous une forêt de grues et de câbles, ils affrontent une pensée terrifiante. Peut-être ont-ils posé le pied non seulement sur un sol étranger, mais au véritable épicentre du siècle. À l'intérieur du wagon, alors que la porte claque en se fermant, Wilhelm presse sa paume contre la paroi de bois. La vibration de l'industrie lourde pulse à travers elle. Le même rythme qu'il avait ressenti sur le quai, le même cœur mécanique, battant à travers le continent. Il murmure quelques mots que personne ne peut entendre. Peut-être est-ce ainsi que sonnent les empires avant de s'élever. Dehors, le train siffle, une fois, deux fois. La fumée dérive vers le haut, se mêlant au brouillard qui cache la mer. L'Amérique, encore invisible au-delà de ses premières impressions, commence à révéler sa puissance, non par fanfaronnade, mais par le mouvement lui-même. Le train s'enfonçait à l'intérieur des terres à travers un pays qui semblait n'avoir pas de fin. Les terres agricoles roulaient en vallées, les vallées en villes, usines, toits brillants sous la brume matinale. À chaque gare où la locomotive se ravitaillait, de nouveaux fragments de la machine de guerre américaine apparaissaient. Wagons plats empilés de gypse sous des bâches, chenilles de chars attachées par des chaînes, wagons réfrigérés étiquetés viande pour le front. Le rythme ne s'arrêtait jamais. C'était comme si tout le paysage respirait à l'unisson avec le moteur. Ce n'étaient pas les ruines de l'Europe. Aucune cicatrice de bombe, aucune file d'attente de rationnement, aucun rideau de blackout. Pour les prisonniers regardant à travers les fentes de fer, l'Amérique paraissait intacte, vaste, stable, et elle fonctionnait. Le choc rivalisait avec la défaite elle-même. Ils avaient navigué en croyant être les soldats les plus modernes du monde. En quelques heures, sur le sol américain, cette certitude vacillait. Leur voyage traçait un seul fil d'un système colossal. Alami Milmignez est devenu le plus grand gardien de prisonniers de l'axe sur Terre. Des navires d'Afrique du Nord arrivaient chaque semaine, déchargeant des Allemands capturés, des Italiens et une poignée de Roumains et d'Autrichiens. Ils étaient traités dans des forts côtiers, Norfolk, News, Charleston, puis dispersés sur une carte invisible de captivité. 500 camps et puis nichés à l'intérieur des terres américaines. La stratégie était pratique. Le ministère de la Guerre avait besoin de mains. Avec des millions d'Américains outre-mer, les fermes et les chemins de fer souffraient de pénurie de main-d'œuvre. Les prisonniers pouvaient récolter, construire et réparer selon les termes de la Convention de Genève. C'était l'efficacité déguisée en miséricorde. Pour les Allemands, ces premières semaines furent une leçon continue de ce que la démocratie industrielle pouvait accomplir lorsqu'elle était unie par un but. Même leur propre emprisonnement était la preuve de l'organisation américaine. Chaque mille parcouru, un employé quelque part consignait les rations et les horaires de train. Chaque petite ville qui accueillait une base recevait des directives par télégraphe avant l'arrivée des trains. Tout était synchronisé. Wilhelm Schenner se souviendrait de cela plus vivement que de n'importe quel discours. Le camp qui les attendait
se trouvait à des centaines de milles de la côte, sur une terre si ordinaire semblait inoffensive. Pâturage plat bordé de pins. Pourtant, au moment où ils y parvinrent, les clôtures et les tours de garde étaient déjà terminées, les baraquements prêts, les cuisines approvisionnées. Beaucoup d'Américains ne se rendaient même pas compte que de telles installations existaient à proximité jusqu'à ce qu'ils voient les convois passer, uniformes gris aperçus entre les fentes, le pédébeu blanc captant la lumière du soleil. Des affiches dans les boutiques de la ville annonçaient: prisonniers ennemis, ne fraternisez pas. Les ménagères murmuraient leur curiosité. De toute façon, la plupart n'avaient jamais vu d'Allemands en dehors des actualités filmées. À l'intérieur du compound grillagé, la vie quotidienne commençait par des coups de sifflet. Réveil à l'aube. Appel, petit déjeuner de porridge, sucré à la mélasse. Les équipes de travail partaient dans des camions escortés par de tsars de calme mais armés. La nuit, la musique des radios du mess traversait les baraquements. Ballade, swing. Le confort mesuré d'une civilisation qui n'avait pas peur du son après la tombée de la nuit. Les prisonniers apprenaient vite les règles. Pas de salut exigé au-delà de la discipline. Lettre à la maison autorisée une fois par mois. Colis inspectés mais livrés intacts. Les rations les choquaient le plus. Viande chaude, légumes, pain assez mou pour être compressé entre les doigts. Luxes impensables dans l'Europe bombardée. La propagande allemande avait promis une Amérique affamée, s'effondrant sous les dettes. En réalité, leur geôlier produisait de la nourriture en telle quantité que même les ennemis mangeaient bien. Les premières lettres de Wilhelm trahissaient cette incrédulité. Les Américains construisent aussi vite qu'ils combattent, écrivait-il avec soin, évitant toute phrase que la censure pourrait rayer. Ils décrivaient des trains à l'heure, des avions au-dessus chaque aube, des usines brillant la nuit. Leur ordre n'était pas forcé, ajoutait-il. Il naît de la fierté. La phrase le troublait même, tandis qu'il l'écrivait, pour les Américains travaillant sur les docks ou gardant les camps. Cette efficacité semblait ordinaire. Ils sentaient rarement qu'ils montraient le cœur moral de leur nation à leurs captifs. Mais pour les prisonniers, des hommes formés à mesurer la valeur par la conquête, la productivité silencieuse des États-Unis devenait une leçon vivante. Même les loisirs reflétaient l'abondance. La nuit, les gardes jouaient au baseball dans la cour extérieure, tandis que les Allemands regardaient, émerveillés par des uniformes délivrés seulement pour le sport, de l'énergie gaspillée pour le plaisir. Aucune armée qui s'adonne à de tels jeux ne pourrait survivre, marmonnait un prisonnier. Les autres, étudiant la précision du lancer et du swing, soupçonnaient le contraire. Les nouvelles d'Europe arrivaient par fragments. Débarquements alliés, raids de bombardement, le sort incertain de leur famille. Pourtant, chaque annonce était accompagnée de la continuation calme de la vie américaine. Ce contraste, les rapports frénétiques de l'ancien monde et la prévisibilité lente du nouveau, coupaient plus net qu'aucun reproche. Quand la chaleur d'août s'installait sur les plaines, les prisonniers travaillaient à abattre des pins pour l'agrandissement du camp. Les équipes de gardes apportaient des thermos d'eau fraîche, offrant des remplissages sans sarcasme. Des hommes qui avaient autrefois crié Heil disaient maintenant Thank you. En anglais, soigneux. Chaque syllabe une admission que les manières pouvaient être plus fortes que l'idéologie. Autour d'eux, la machine de guerre américaine restait invisible mais omniprésente. Camions sur les autoroutes, cheminées à l'horizon, pulsation des turbines. Il réalisait qu'il n'était pas confiné par la clôture, mais par l'admiration. La force de l'ennemi n'était pas seulement son armement, mais sa confiance calme et sa foi inébranlable dans la production et l'ordre. Cette compréhension devint le pivot de tout ce qui suivit. La lente révolution, à l'intérieur des esprits des captifs. Elle commença sur le quai de Norfolk et s'approfondit avec chaque sifflet, chaque entrepôt, chaque train parfaitement à l'heure. La puissance militaire de l'Amérique
n'était pas simplement la somme de ses canons. C'était l'organisation transformée en identité nationale. Extérieurement, les Allemands restaient des soldats, attendant le rapatriement. Intérieurement, ils commençaient à questionner quel genre de civilisation pouvait exercer le pouvoir sans brutalité. Pour beaucoup, la réponse les changerait plus que la défaite elle-même. La scène était maintenant prête pour le moment où la puissance industrielle et l'humilité humaine se rencontraient face à face. Les événements qui définiraient leur captivité au-delà des nombres ou des cartes. Le premier automne de captivité s'installa sur les camps intérieurs avec des matins vifs et de longs après-midi aveuglants. Les champs autour du compan mûrissaient en une mer couleur rouille. À l'intérieur des barbelés, la discipline restait stricte, mais pas cruelle. Inspection à l'aube, corvée jusqu'au coucher du soleil. Silence, bordé de givre la nuit. Des prisonniers travaillaient à récolter du bois et à récupérer du métal dans les gares de triage. Tâche choisie, autant pour occuper leurs esprits que pour aider la production. Pour beaucoup d'Allemands, le coup le plus dur n'était pas le confinement, mais l'exposition à l'énormité de la force américaine. Ils s'attendaient à la décadence, à la vengeance, au ressentiment. Au lieu de cela, ils voyaient l'ordre sans peur. Les gardes faisaient respecter les règles, mais plaisantaient entre eux. Les officiers portaient des carnets plutôt que des fouets. Le pouvoir ici ne criait pas. Il fonctionnait. Un matin, pendant le service de réparation d'équipement, Wilhelm Schenner regarda un convoi de lourds camions grimper la route de service. Les véhicules, flambant neufs, brillaient sous leur peinture olive. Chacun portait une étoile blanche flanquée de plus petits codes d'approvisionnement. Quand ils s'arrêtèrent, un lieutenant américain sauta à terre, vérifia son clipboard, puis donna des directives vives et sans hâte qui se propageaient à travers la colonne, comme une chorégraphie bien répétée. Wilhelm murmura à l'homme à côté de lui. Otto. Il commande même avec calme. Otto secoua seulement la tête. Une armée calme est la plus dangereuse. Cet après-midi-là, des ouvriers déchargeaient des moteurs estampillés, de numéros de série en séquence infinie. La monotonie hypnotisait les prisonniers. C'était la machinerie visible de la victoire. Remplacement sans fin, approvisionnement infini. Ils avaient entendu des rumeurs de soldats alliés capturés sur ce miracle industriel, mais la rumeur ne pouvait préparer à la vue d'usines qui simplement ne s'arrêtaient jamais. Des semaines plus tard, une douzaine d'hommes choisis, dont Wilhelm, furent transférés pour assister en périphérie d'une telle usine. L'armée l'appelait l'usine 17, bien que les locaux la connaissaient comme l'épine dorsale de l'industrie aéronautique. Sous supervision armée, ils empilaient du bois, nettoyaient des outils et dégageaient les voies ferrées pour le fret sortant. Ce qu'ils virent dépassait toute fierté restante, des bobines de films vantardes du Reich, des hangars assez grands pour avaler des cathédrales, des grues soulevant des fuselages de bombardiers comme des jouets, des femmes et des hommes en combinaison identique. Elles rivettaient sous une lumière fluorescente qui ne s'éteignait jamais. L'air à l'intérieur sentait l'huile et l'invention. Même le langage du travail était différent. Le contremaître s'adressait aux ouvriers par leur nom. Les rires se mêlaient au marteau dérivé. Quand Wilhelm laissa tomber une feuille d'aluminium, s'attendant à des insultes, un mécanicien américain la lui rendit simplement et lui tapa sur l'épaule. Pas de mal, pâle, pâle. Le mot pâle resta gravé dans son esprit. Il n'avait jamais été un pâle pour quiconque en dehors de son régiment. Pendant une pause déjeuner, il surprit deux soudeurs américains discutant des scores de baseball, décontractés, sans garde, au milieu d'une guerre qui pourrait décider du destin de la planète. Leur confiance ne venait pas de l'arrogance, mais de la croyance qu'ils survivraient à n'importe quelle tempête. Cette sérénité l'effrayait plus que n'importe quelle arme. À la fin de chaque quart, les prisonniers argeaient des déchets dans des wagons. Lors d'un trajet de retour au camp, le camion passa un embranchement ferroviaire où des flux de fret se rencontraient comme des rivières coulant.
wagons de marchandises rejoignant des transports de troupes, moteurs de chars rencontrant des livraisons de pain. Tout bougeait en mouvement sans chaos. Les gardes offrirent aux hommes du café, dans des thermos cabossés, chauds et amers. Difficile à comprendre, dit Otto doucement. Ils combattent avec gentillesse. Bientôt, les lettres échangées entre prisonniers commencèrent à refléter une étrange admiration. Les censeurs le virent aussi et laissèrent la plupart passer. Cela servait mieux la propagande que les mensonges. Les gens sont forts, calmes et bien nourris. Ils ne craignent même pas leurs officiers. Ils travaillent constamment, mais sans haine. Les lettres portaient des fragments de vérité qu'aucun officier du moral de l'Axe chez eux ne pouvait défaire. À l'intérieur du camp, de petits gestes approfondissaient la leçon. Les gardes apportaient des journaux encourageant les prisonniers à pratiquer l'anglais. Un commandant de camp organisa un débat sur la démocratie versus le totalitarisme, surprenant même les Américains par son invitation ouverte. Au début, les Allemands se moquèrent. Plus tard, la curiosité remplaça le mépris. Ils commencèrent à poser des questions, non pour défier, mais pour comprendre. Un soir, l'électricité tomba en panne après une tempête. Tout le compound s'assombrit jusqu'au noir. Pendant un moment, cela ressemblait à la maison en Europe, plongée dans l'obscurité pour se cacher des bombardiers. Les vieux réflexes revenaient. Les hommes se figeaient, attendant des ordres pour courir. Au lieu de cela, des soldats américains apportèrent des lanternes et des lampes de poche, marchant calmement dans la boue pour vérifier les fusibles. En une heure, les lumis. Verveur. Pas de panique, pas de cris, seulement une réparation tranquille. Plusieurs prisonniers échangèrent des regards. C'était comme si cette nation avait oublié comment avoir peur. Les nouvelles du front arrivaient comme des vagues. Rome libérée, puis Paris, puis des rapports de villes allemandes brûlants. Les radiomènes traduisaient les bulletins avec une précision clinique. Les prisonniers entendaient leur monde s'effondrer à travers les parasites. Les gardes n'offraient pas de sourire triomphant. Ils continuaient simplement à distribuer les plateaux du souper. Discipline sans cruauté. La contradiction rongeait jusqu'à ce que le respect devienne inévitable. L'hiver s'installa avec de la neige fondue et du vent qui sifflait à travers les clôtures de pin. À l'intérieur des baraquements, certains hommes sculptaient des jouets ou construisaient des bancs avec du bois de récupération. Wilhelm sculpta une grue miniature de la même forme que la première machine qu'il avait vue à Norfolk. Quand il eut terminé, il la plaça sur une étagère près du poêle. Ça, c'est l'Amérique, dit Otto, soulevant toujours quelque chose de plus lourd qu'il ne devrait. Au printemps 1945, le changement allait plus profond que l'admiration. C'était l'acceptation. Il n'imaginait plus un miracle inversant la guerre. Les hommes qui avaient servi sous des bannières du destin étudiaient maintenant la civilité qui les avait conquis, la dignité d'un système qui faisait confiance à son propre peuple, l'anonymat de la force collective. Pour chaque prisonnier qui s'accrochait encore à l'idéologie, il y en avait deux qui regardaient les gardes et pensaient: c'est ainsi que les nations durent. Quand l'usine produisit son dernier avion de guerre, les Allemands assignés là furent autorisés à regarder le vol d'essai. L'avion grimpa dans un ciel clair, argenté au soleil, un bref reflet de C, commandement technologique porté par la foi plutôt que par le fanatisme. Wilhelm resta figé. Nous rêvions de régner sur les airs, murmura-t-il. Ils l'ont simplement construit. Cette nuit-là, de retour à l'intérieur de la clôture du compound, le son des moteurs résonnait encore dans ses oreilles, un mélange hantant de crainte et d'admiration. L'Amérique avait introduit un nouveau genre de pouvoir, que ni la peur ni la propagande ne pouvaient expliquer. Force tranquille. C'était la phrase qui se répandait parmi les captifs. Un pouvoir si discipliné qu'il n'avait pas besoin d'étalage, si vaste qu'il pouvait se permettre la décence. Après des années de slogans et de saluts, la réalisation les humilia complètement. Le renversement était complet. Ils étaient arrivés en s'attendant à une abondance primitive et à une décadence morale. Ils avaient trouvé la précision, l'ordre et l'humanité.
se soutenant mutuellement comme des engrenages dans une seule machine. Ce qui restait était de voir comment une telle révélation façonnerait leur vie quand la guerre prendrait fin, et ce que cela signifierait pour le siècle, attendant au-delà de la clôture. La radio crépita à travers la matinée du 8 mai 1945. À l'intérieur du camp, prisonniers et gardes se rassemblèrent autour de haut-parleurs installés près du mess. La voix d'un annonceur américain, ténue à travers les parasites, déclara la victoire en Europe. Pendant un battement de cœur, le son se dissout en silence. Pas de vivant, pas de célébration, juste le vent agitant les pins et la lente réalisation que la guerre modelant chaque battement de leur vie était terminée. Certains Allemands se tinrent tête baissée, d'ouvreurs fixèrent le vide à l'horizon, l'esprit à moitié un monde plus loin. Un homme enleva sa casquette et murmura: C'est fini. Bien que sa voix ne contît aucune colère, Wilhelm Schaner se sentit à la fois plus léger et plus vieux, comme si le temps s'était plié sur lui-même. Le monde qu'il avait été formé pour protéger n'existait plus. Le monde devant lui semblait plus grand que l'imagination. En quelques jours, des ordres arrivèrent pour commencer le rapatriement. Le camp bourdonnait de mélanges de désir, de peur et de gratitude réticente. Des hommes qui avaient maudit leurs gardes leur parlaient maintenant comme à des voisins. Certains se serrèrent même la main, incertains si c'était interdit. Les Américains le permirent. Le matin du départ, les prisonniers chargèrent dans le même type de train qui les avait d'abord emmenés à l'intérieur 2 ans plus tôt. L'air sentait le diesel et le magnolia printanier. Quand Wilhelm monta à bord, le sergent Harris, le jeune garde qui avait autrefois supervisé leur équipe de bûcherons, attendait près des marches. Vous serez de retour sur l'eau demain, dit Harris. Long chemin pour rentrer. Wilhelm hocha la tête. Rentrer, répéta-t-il, incertain si le mot signifiait encore un lieu ou seulement un souvenir. Il fouilla dans son sac, récupéra la petite grue sculptée qu'il avait faite des mois plus tôt et l'offrit en silence. Harris hésita, puis la prit avec soin. Continuez à construire des choses, dit-il. C'est ce que nous faisons ici. Le train s'éloigna, à travers la fenêtre étroite. Wilhelm vit le camp reculer, un labyrinthe net de baraquements, de clôtures et de jardins qu'ils avaient plantés pour l'exercice. Cela paraissait ordonné, paisible. Même la tour de garde semblait moins un symbole de contrôle qu'un équilibre. Au port, les grues de cargaison remplissaient à nouveau le ciel, les mêmes géants d'acier qui les avaient accueillis en 1943. Maintenant, elles se dressaient non comme des instruments de choc, mais de respect. Les prisonniers s'alignèrent par nationalité. Leur paperasse traitait avec la même efficacité propre qui avait main avec chaque entreprise américaine. Pas de moquerie, pas d'humiliation, seulement des noms lus sur un rôle et des poignées de main fermes qui confirmaient que la guerre était vraiment terminée. Tandis que Willem attendait d'embarquer. Il admira la marée régulière d'activité autour de lui. Dockers déchargeant de la nourriture pour les villes affamées d'Europe. Équipage de la marine américaine préparant des navires pour le Pacifique. Volontaires de la Croix-Rouge distribuant des lettres et du savon. La machine de guerre s'était déjà tournée vers la reconstruction, et la vitesse de la transformation l'étonna. Il réalisa que ce qu'il avait pris pour de la brutalité dans l'ordre américain était de la résilience. Un empire maintenu par la peur s'effondre quand la peur s'estompe. Une démocratie alimentée par un but s'adapte. Sur le pont, les prisonniers regardèrent la côte rétrécir dans la brume. Certains essayèrent de chanter, mais les mots vacillèrent. Douvreurs s'appuyèrent simplement contre les rambardes, les yeux grands ouverts sur l'horizon, comme s'ils pouvaient absorber cette leçon finale. Le pouvoir bâti sur la coopération est plus silencieux, mais infiniment plus fort que le pouvoir conduit par l'obéissance. Quand leur navire approcha de l'Europe des semaines plus tard, l'horizon nocturne révéla de faibles lueurs, feu couvant et port allemand bombardés. Quelques hommes serrèrent les poings de chagrin. Willem ne le fit pas.
Il se souvint des grues de Norfolk, des usines vivantes, avec de la musique, des gardes sans peur du rire. C'était l'image qui l'emporterait dans toute reconstruction qui l'attendait. Après la démobilisation et des années lentes de transition, beaucoup d'anciens prisonniers écrivirent aux communautés qui les avaient confinés. Des lettres en anglais soigneux traversèrent l'Atlantique. Nous avons appris plus de discipline et d'équité que nous l'aurions cru possible. Certains envoyèrent des cadeaux, des jouets sculptés à la main, des textiles, de petits tokens de remerciement. Quelques-uns revinrent visiter et errer sur les terrains où les barbelés s'étaient autrefois dressés et décrire aux habitants comment ces mois avaient changé leur compréhension de la civilisation. Les historiens appelèrent plus tard cette transformation une rééducation par l'exemple. Elle ne fut jamais formelle, jamais prêchée. Elle se produisit tranquillement dans les entrepôts, sur les terrains de baseball, dans des voix calmes, expliquant pourquoi les règles étaient suivies sans haine. La leçon la plus profonde enseignée à l'intérieur de ces clôtures n'était pas militaire mais morale. Que l'efficacité peut coexister avec la décence et la force avec la miséricorde. Willem trouva du travail des décennies plus tard dans le port reconstruit de Brême. Les grues qui s'élevaient au-dessus des docks lui rappelaient Norfolk, ce premier matin tranquille où le pouvoir s'était révélé dans le mouvement plutôt que dans la menace. Il dirait à son fils: Notre génération a appris ce que signifie la grandeur en perdant face à elle. L'histoire de ces prisonniers allemands n'est pas seulement celle d'une capitulation. C'est le moment humain où l'idéologie a rencontré l'évidence. Des hommes qui avaient grandi en croyant que la domination était une vertu, découvrir une nation qui prospérait par la coopération, l'inclusion et le rythme implacable du travail libre. Au cœur de cet épisode, il s'agit moins d'une victoire militaire que du caractère d'une civilisation. L'arsenal de la démocratie de l'Amérique parlait plus fort à travers l'ordre, la générosité et la confiance qu'à travers n'importe quelle parade en uniforme. Pour les captifs posant le pied sur son sol, la vraie surprise ne résidait pas dans les armes ou la richesse, mais dans l'humanité qui pouvait coexister avec les deux. Sur les docks du Nord, rivage inconnu, des hommes vaincus aperçurent une version du pouvoir né, de la foi dans les gens ordinaires. Dans cette révélation, les vainqueurs et les vaincus partagèrent brièvement le même éveil. Que la plus grande force qu'eût une nation puisse exercer est la certitude tranquille de sa propre intégrité.